De France 24, Taline Oundjan à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Bonjour Taline. On fait un point avec vous sur la situation sur le terrain. Vous nous confirmez que des frappes russes se sont intensifiées dans les grandes villes du nord et de l'ouest du pays. Oui, tout à fait. C'est un 122e jour de guerre qui a été marqué par le lancement de plus d'une quarantaine de missiles russes dans des villes aux alentours de villes du nord et de l'ouest du pays, notamment à 50 km d'où je me trouve, à Lviv, sur la base militaire de Yavoriv, tandis qu'à l'est, dans le Donbass, les combats continuent de faire rage et ces derniers jours, ils ont été marqués par une étape décisive. L'armée ukrainienne se retire de la ville de Sieverodonetsk. Voilà. Cela faisait entièrement 2 mois que l'artillerie russe frappait sans cesse cette ville. La ville est entièrement occupée par les Russes, c'est ce qu'a déclaré le maire de la ville ce samedi en fin d'après-midi à la télévision ukrainienne. L'armée ukrainienne qui avait annoncé ce jeudi le retrait de ses troupes pour se concentrer sur la protection de la ville de Lysychansk qui se trouve juste en face de l'autre côté du fleuve Donetsk. Un des représentants des séparatistes pro-russes, le lieutenant-colonel Andrei Marochko, a déclaré sur sa chaîne Telegram un peu plus tôt dans la journée que les forces pro-russes auraient pénétré la ville de Lysychansk et que des combats de rue auraient eu lieu. Alors oui, l'armée ukrainienne s'est effectivement retirée de Sieverodonetsk, mais elle avait jusqu'ici fermement maintenu ses positions, ce qui avait causé de lourds dommages pour l'armée russe qui certes avance, grignote du terrain, mais toujours relativement lentement et sur une zone qui n'est pas si élargie que ça quand on prend en compte le fait que la ligne de front, eh bien, elle mesure plus de 1000 km et en chemin, de par sa puissance de feu très importante, elle se vide peu à peu de ses munitions. Mais ceci dit, l'armée ukrainienne, elle aussi, se vide de ses ressources et c'est pourquoi cela fait des semaines que les autorités implorent l'Occident de les livrer massivement en artillerie. Mais voilà, c'est un processus tant au niveau de la logistique que de la formation des soldats qui prend énormément de temps. Donc voilà, c'est une démarche très lente. Maintenant, les regards sont tournés vers Lysychansk parce que si la ville tombe, eh bien l'Ukraine perdra complètement la province de Lugansk, qui est l'une des 2 provinces qui constituent le Donbass avec la province de Donetsk. Merci de faire le point sur la situation sur le front Severodonetsk. Je vous le disais, des informations contradictoires, que l'on voit cela du côté de la Russie ou du côté de l'Ukraine. Pour y voir plus clair, Margot Haddad, bonsoir. Qu'en est-il donc au moment où on se retrouve ? Eh bien, comme souvent, Amélie, sur le terrain, c'est parole contre parole. Moscou affirme que les forces ukrainiennes se retirent donc de Severodonetsk et rejoignent la ville limitrophe de Lysychansk. Quant aux forces ukrainiennes, elles annoncent avoir regagné du terrain, notamment en ayant repoussé 9 attaques russes autour de Severodonetsk. Elles auraient d'ailleurs détruit un char russe, 8 véhicules blindés, une batterie d'artillerie et un missile de croisière. Et elles disent aussi avoir regagné 20% du territoire de Severodonetsk. Mais regardons ce que disent les observateurs internationaux. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que l'Ukraine a notamment mené une contre-attaque dans la périphérie de Severodonetsk en reprenant ce fameux faubourg de Metolkin au sud-est de Severodonetsk. Du côté des forces russes, maintenant, elles gagnent du terrain dans la partie sud de Severodonetsk en se parant de plusieurs petits villages, mais aussi de villages autour de cette ville de Popasna. L'objectif principal en prenant cette ville de Popasna et d'accéder à Bakhmout, ville artère qui ravitaille le front ukrainien. Et puis, toujours à l'est, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe aux alentours de Severodonetsk, à une centaine de kilomètres. Les forces russes se concentrent sur cette artère principale d'Izium à Sloviansk, qui est la principale autoroute à l'est du pays. Il y a eu 2 tentatives d'offensive qui ont eu lieu aujourd'hui au nord-ouest de Sloviansk, dans cette ville de Sviatorysk et dans cette ville de Barvinkov. Les forces russes ont aussi mené plusieurs assauts infructueux du côté du sud-est et du sud-ouest d'Izium. Izium, qui est cette ville qui longe le Donbass, des essais infructueux parce que les forces russes n'ont pas gagné du terrain. Figurez-vous qu'il y a même eu des pertes du côté russe, notamment dans la 64e brigade et la 38e brigade du côté de l'armée russe sur cet axe crucial d'Izium à Sloviansk. Amélie.
Merci beaucoup Margot pour les explications. Avant de vous entendre sur cette situation, je voudrais qu'on prenne la direction du terrain puisque des centaines, que dis-je, peut-être même des milliers de personnes tentent d'évacuer la zone du Donbass, notamment via le rail, via le train. Et notre équipe, Antoine Bordarias, Adrien Acco, était justement auprès de ces personnes qui tentent de fuir vers l'ouest du pays. Sur le quai, on les retrouve. On se trouve actuellement dans la petite ville de Pokrovsk, c'est à 70 km à l'est de Donetsk, donc environ à 70 km du front. C'est une ville transit de 6000 habitants. On y a croisé essentiellement des militaires, des volontaires et puis bien sûr des civils qui ont décidé d'évacuer la zone. Et pour le faire, ils vont monter dans ce train, ces civils. C'est un train qui est mis en place quasiment quotidiennement par la société de chemin de fer ukrainienne, justement pour évacuer ces civils du Donbass. Certains jours, il y a plusieurs centaines de personnes qui prennent ce train. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux, environ une cinquantaine de personnes que nous avons vues monter à bord de ce train qui va partir en direction de l'ouest du pays, essentiellement des familles qui refusaient jusqu'à aujourd'hui de quitter le Donbass. Mais avec l'évolution des combats, l'évolution du front sur toute la zone, ils ont voulu mettre à l'abri leurs familles et surtout leurs enfants. Et donc on remercie beaucoup Antoine Bordarias et Adrien Acco. Nous sommes en direct avec le chef du district de Severodonetsk. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Roman Vlasenko, merci vraiment de prendre le temps. Voilà ce que l'on sait, nous, avant de démarrer cette émission. On apprenait que Moscou disait que des troupes ukrainiennes étaient en train de se retirer. Pourtant, ces dernières heures, on insistait beaucoup sur le fait que Kiev annonçait que vous aviez repris, vous les Ukrainiens, 20% du territoire de la ville. Qu'en est-il ? Je crois que la connexion est difficile. Je vous en prie, je sais. Alors nous avons un petit problème technique, vous l'entendez, pas de traduction et il y a des coupures. Roman Vlasenko, on revient vers vous tout de suite. Je laisse les équipes vraiment s'organiser pour essayer de vous reprendre au plus vite. Je sais que votre temps est précieux. Donc on continue d'en parler ensemble. François Hesbourg, c'est vrai que pendant des heures, on regardait tous les spécialistes qui nous montraient comment l'Ukraine avait potentiellement surpris les Russes. Et puis boum, avant d'arriver en plateau, c'est autre chose. Oui, écoutez, moi je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Il est même possible que les deux aient raison en même temps. Si la ville fait l'objet de tentatives de prise et de reprise, il n'est pas absurde que l'un dise que c'est lui qui est en train de gagner et que l'autre dise la même chose 3 heures plus tard, et ça peut même ne pas être faux. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la guerre a complètement changé d'échelle géographique. Pendant le premier mois, il s'agissait de s'emparer d'un territoire grand comme la France, avec sa capitale Kiev. Dans le deuxième mois, il s'agissait de s'emparer du Donbass, un territoire grand comme la Belgique. Et maintenant, on est en train, quelque part, d'être sur les 4 arrondissements centraux de Paris. Et la semaine prochaine, ce sera peut-être les cours d'immeubles. Donc, du point de vue des objectifs russes, on est dans une situation qui est très très alarmante. Tout le monde a de grosses pertes. Cette phase de la guerre est extrêmement violente, extrêmement coûteuse en vies humaines et en dégâts matériels. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le momentum, tout le tempo, et sont des expressions que l'on emploie volontiers lorsque l'on analyse la guerre, il n'y a plus de tempo, il n'y a plus de momentum du côté russe. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens, eux, l'aient acquis. Mais on va forcément, dans les semaines qui viennent, peut-être même avant, changer de phase de la guerre. On va passer à une autre phase, concomitante avec l'arrivée des matériels militaires européens et américains d'origine occidentale qui vont arriver en grand nombre. Et il y aura probablement aussi des opérations navales liées au blocus alimentaire en mer Noire. Mais là, nous assistons quelque part au dernier feu de ce que les Russes appelaient, il y a 1 mois et demi, la phase 2 de la guerre.
On en reparle, on a retrouvé la liaison avec Roman Vazenko, chef du district de Severodonetsk. Rebonsoir et merci encore de prendre le temps. Merci vraiment, je le disais, l'Ukraine disait avoir repris, 20% du territoire de Severodonetsk ces dernières heures. Et puis là, la Russie annonce repousser les troupes ukrainiennes. Qu'en est-il tout simplement ? Les quelques derniers jours, les Russes tentent beaucoup d'assauts sur Severodonetsk de différents points, de différents axes. Ils ont occupé les localités, les banlieues autour de Severodonetsk et en fait, maintenant, le seul rempart, c'était le contrôle par les forces ukrainiennes de la ville de Lysychansk et de l'axe vers Lysychansk. Et là où se trouve l'usine de la fabrication d'azote. C'est le seul segment qui restait sous contrôle ukrainien. Mais maintenant, on peut dire que la situation a basculé et les Ukrainiens ont repris du terrain à l'intérieur de la ville. Donc quand les Russes ce soir font savoir qu'eux reprennent du terrain, vous ne le constatez pas ? Alors, je vais reprendre la main, visiblement, la poursuite des petites difficultés de liaison. On le comprend, hein, la zone est compliquée. On tente, et on va continuer de le tenter, parce que c'est important d'entendre ce qui se passe depuis les acteurs, avec les acteurs de terrain. Amiral, je reviens vers vous. François Hesbourg décrivait une nouvelle phase de cette guerre, c'est-à-dire on n'est plus dans l'offensive de grande ampleur, et peut-être on arrive au dernier souffle de la phase précédente. Vous en pensez quoi ? Et qu'il y avait effectivement une guerre de position déjà qui préexistait depuis longtemps, et une espèce de début de guerre de mouvement dans le nord qui descendait à partir de Kharkiv sur Izium. Et puis maintenant, il semble que cette guerre de mouvement quand même ne fonctionne pas tellement, parce qu'il y a des contre-attaques ukrainiennes sur les logistiques, sur les lignes arrières des forces russes. Et donc on assiste maintenant à une espèce de confusion. Moi, quand on décrit tout cela, si vous voulez, personne ne peut dire qui a raison ou tort, puisqu'il faudrait vraiment être sur place. Et en plus, comme vous l'avez souligné, M. Hesbourg, une guerre de communiqués dans laquelle tout le monde dit ce qu'il pense, mais en termes de propagande et en termes d'action psychologique, il est toujours important de dire que l'on gagne, que l'on regagne. On ne dit pas qu'on se replie. Or, depuis quelque temps, quand on regarde cette espèce de triangle saillant qui s'enfonce dans le Donbass avec les forces ukrainiennes, on ne peut s'empêcher de penser qu'elles sont extrêmement exposées et que Severodonetsk est une ville en très très grand danger depuis longtemps. Alors, sont-ce déjà là des combats retardateurs pour établir, pendant que s'établit une ligne de défense plus solide, plus à l'ouest? Mais ça a un prix politique. Abandonner Severodonetsk, c'est quand même compliqué. Et puis en même temps, on sait que les forces russes concentrent leurs assauts autour de cet endroit-là. Donc pour une fois, tactiquement, les Russes concentrent leurs forces, concentrent leurs efforts. Et de l'autre côté, il y a aussi la très grande difficulté d'abandonner Severodonetsk. Donc le terme ne sera certainement pas utilisé, mais peut-être envisage-t-il, depuis un certain temps d'ailleurs, la possibilité de renforcer une ligne de défense un peu plus à l'ouest, avec peut-être l'arrivée des nouveaux armements, car il nous paraissait très difficile d'envoyer des armements modernes très exposés à Severodonetsk. Trop difficile et trop exposés et certainement à la merci d'attaques russes. Donc pour l'instant, que vont donner, parce qu'on les attend depuis longtemps, ces armements modernes, coordonnés, bien disposés, dans un système de commandement et de renseignement de haut niveau, comme ont su l'utiliser les forces ukrainiennes actuellement avec l'aide des Occidentaux. Samantha Bendern, c'est vrai qu'il y a une forme de confusion. Il y a encore quelques heures, il y avait une surprise quasiment ukrainienne, de se dire un souffle, peut-être un élan. On disait, en tout cas les Ukrainiens disaient, les Russes pris un peu de court, n'ayant pas vu venir ce rebond ukrainien. Puis là, c'est très mouvant.
Alors, en effet, c'est très flou, mais une chose qui continue à ressortir, et ça a été repris aujourd'hui par le think tank américain, l'Institut pour les études de la guerre, sur le moral des troupes russes. Ils ont repris un blog d'un militaire russe qui parle du fait que, par exemple, les troupes russes qui arrivent à Izium ne sont pas formées pour les premiers secours, n'ont pas de matériel de premiers secours. Les amputations sur le terrain de guerre se font de façon quasiment systématique parce qu'il n'y a pas les antibiotiques ni les moyens de sauver les membres, donc les bras et les jambes des Russes qui sont blessés, que les Russes sont envoyés dans une guerre de forêt, ou si vous voulez, le bois qui explose en lui-même crée des obus naturels. Donc c'est comme si des centaines de flèches de bois transperçaient ces corps des hommes russes qui ne sont pas, qu'on lance comme d'habitude, comme de la chair à canon, et que le moral des troupes russes est en train de souffrir. Il y a même eu un rapport d'une unité Wagner qui a refusé d'essayer de traverser la fameuse rivière Severodonetsk qui a été... Il y a eu plusieurs tentatives de traverser cette rivière. Les réseaux sociaux rapportent aujourd'hui que les Russes sont en train de revenir à l'assaut pour essayer de traverser cette rivière avec un équipement pour... Mais ça, c'est un refrain qui continue. Ce même blogueur russe a fait une comparaison entre les kits de premiers secours des Ukrainiens et des Russes. Et on est à 30-40 années d'écart entre la qualité du matériel qui est fourni aux Russes par rapport aux Ukrainiens. Et ça ne peut pas ne pas jouer à la longue, malgré les petites avancées des Russes. Les Ukrainiens reprennent un petit peu partout des bouts de terrain. En fait, vous savez, la fameuse phrase du moustique. Un moustique, c'est pas vraiment, c'est un tout petit insecte, mais quand vous avez un moustique qui vous tourne autour, vous ne pouvez penser à rien d'autre. Et bien, c'est un petit peu la tactique des Ukrainiens aujourd'hui, c'est d'aller là où les Russes sont en train de gagner du territoire, de continuer à les harceler. Voilà. Et à les surprendre par moments. Voilà. François Hesbourg. Oui, plusieurs choses. Il faut bien voir, et c'est ce que je disais il y a quelques instants sur le changement d'échelle, au début de la guerre, c'était la guerre tout le long de la ligne de front, sur à peu près 1500 km à l'époque, voire l'échelle immense de cette guerre. Là maintenant, la partie active du front, c'est 5% des lignes de front qui fait à peu près 800 km. Et ces 5%, c'est ce qui s'étend grosso modo du saillant russe d'Izium jusqu'au faubourg de Donetsk, que vous voyez sur la carte. Et ça se rapetisse de jour en jour. Les Ukrainiens ne sont pas encore réduits à des tactiques de guérilla. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la description qui a été faite. Ils concentrent eux aussi leurs efforts, d'abord évidemment pour faire face aux coups de boutoir russes, qui sont puissants, donc du côté de Severodonetsk, mais aussi pour essayer de créer une nouvelle situation à l'autre extrémité du front, d'ailleurs ce serait bien qu'on remette la carte, et vers la ville de Kherson, qui est la seule capitale de province que les Russes soient parvenus à prendre depuis le début de la guerre. La ville est pratiquement à portée de canon maintenant de l'artillerie ukrainienne, et le matériel occidental qui arrivera vraisemblablement vers la fin du mois allongera évidemment les portées de l'artillerie ukrainienne. Donc la troisième phase de la guerre, elle n'a pas encore commencé, mais on sent bien les prolégomènes. L'armement des Ukrainiens prend plus longtemps qu'au début de la guerre, parce qu'au début de la guerre, il s'agissait de leur fournir à toute vitesse des armes anti-chars individuelles, des armes portatives, face à une offensive russe qui était à la fois immense et totalement bordélique. On sait que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Dans une deuxième phase, on a fourni aux Ukrainiens des armes collectives, des tanks, de l'artillerie d'origine soviétique, dont ils pouvaient se servir tout de suite, parce qu'ils connaissent ces matériels. Là, maintenant, il s'agit de fournir des obusiers, des canons lourds, des chars d'assaut occidentaux. Et là, il faut faire l'apprentissage de l'entretien, de la maintenance et bien sûr des opérations. Ce qui explique pourquoi tout ça n'est pas encore en place. Les canons français
eux sont arrivés, mais ils ne sont pas très nombreux. Hein. Il y en a 6. Hein. Les Polonais, eux, ils en donnent 98. Hein. Ça donne un petit peu l'échelle. On a quelques problèmes de moyens dans nos armées. Mais c'est cela qui va faire la différence sur le champ de bataille à partir, je pense, de la 3e ou de la 4e semaine du mois de juin. Alors,